L'orgueil bafoué des militaires rend la signature possible. La flotte allemande voulait tenter une sortie impériale, attaquer la Royal Navy en un dernier combat, imposer aux Alliés une trêve et non subir un agenouillement. Un combat pour l'honneur. Les marins répondent mutinerie et hissent le drapeau rouge. Munich, Stuttgart, Berlin même se réveillent avec des drapeaux rouges. On proclame la République dans les rues. Les bolcheviks, les socialistes, tiennent le haut du pavé. Était-ce le vœu de Wilson? Les soldats et les officiers allemands demandent tous l'abdication du Kaiser. Périssent les Hohenzollern plutôt que l'Allemagne, disent-ils. Le Kaiser, réfugié au quartier général, prétend marcher sur Berlin-la-Rouge avec son armée. Mais vous n'avez plus d'armée, lui dit le général Groener. Le 10 novembre 1918, l'empereur d'Allemagne prend le train pour la Hollande, un pays neutre qui accepte de l'accueillir. Un petit jardin hollandais, c'est tout ce qui lui reste de son empire. Les Hohenzollern ne sont plus. Une signature sur une lettre d'abdication. Le nouveau gouvernement du socialiste Ebert remplace celui de Max de Bade, qui démissionne. Le premier ordre donné par Ebert est envoyé aux plénipotentiaires allemands qui n'ont toujours pas signé. Ils reçoivent instruction d'établir un accord sauvant tout ce qui peut être sauvé. La crainte du bolchevisme accélère les choses, des deux côtés. À 5h10 du matin, les Allemands signent enfin le 11 novembre. Le cessez-le-feu, confirmé désormais, est fixé à 11 heures. Il y a 6 heures de guerre en plus. Les poilus dans les tranchées doivent risquer leur vie 6 heures de plus. « 6 heures de plus laissées aux généraux. Les Britanniques attaquent à Mons pour effacer la défaite de 1914. Les Américains marchent sur Sedan, qu'ils s'étaient fixé comme but au départ de leur offensive. Un régiment yankee reçoit encore des ordres d'attaque à 10h55. Les obus allemands tombent encore sur Verdun. Au matin du 11 novembre, les pertes sont lourdes chez les Alliés. Et aussi chez les Allemands. Encore quelques minutes, et tout sera terminé. Chacun veut avoir le plaisir de tirer sa dernière décharge, pour en finir. Ce n'est pas un barrage, dit un témoin. Pourtant, tous les canons tirent ensemble. C'est un déluge de feu.
Rien ne se passe à 11 heures précises, explique un correspondant américain. Pas de fraternisation. Les ennemis se dressent hors des tranchées et se regardent en silence, accablés par le silence. Et puis on se rassemble pour manger, boire, fumer, pour chanter même et danser. La fin du cauchemar. À Londres, une proclamation royale annonce la fin de la guerre. Le Parlement est en congé pour que ses membres puissent assister au service d'action de grâce de l'église Sainte-Margaret. Aux portes de Buckingham Palace, à Piccadilly Circus, à Trafalgar Square, la foule laisse éclater sa joie, ponctuée par la sonnerie des cloches. Aux États-Unis, où la nouvelle de l'armistice tombe à 3 heures du matin, les gens ouvrent leurs fenêtres en pyjama. Quelques-uns portent des masques contre la grippe espagnole. Wilson a lancé son message, relayé par radio. L'impérialisme armé a vécu. C'est à Paris que la joie explose le plus fort. On n'entend plus le bruit du canon, mais les gens qui chantent la Marseillaise, même au Palais Bourbon. Dans les rues, marchant à pied depuis sa maison de la rue Franklin jusqu'au Parlement, Clémenceau est embrassé par plus de 500 femmes. Ce jour-là, personne n'accorde de crédit aux mots durs de Lloyd George. Cette guerre, comme la prochaine, est une guerre pour en finir avec la guerre. Mais en aura-t-on jamais fini, demande Clémenceau sceptique. Pour les Français, la fin de la guerre, ce n'est pas la paix, c'est la victoire. Mais la victoire n'est malheureusement pas suivie par la paix. Pourtant, il faut bien faire la paix pour que la guerre ne recommence pas. Les armées allemandes ont quitté le territoire français, belge et luxembourgeois.
Des 11 millions d'Allemands mobilisés, 4 seulement sont revenus indemnes. 2 millions sont morts. Ceux qui ont échappé rentrent chez eux en héros. Le public allemand ne veut pas croire que son armée a été vaincue. Les Français récupèrent leurs provinces perdues, l'Alsace et la Lorraine, provinces annexées par les Allemands en 1871. Les autorités françaises se hâtent de revenir à Metz et à Strasbourg. Clémenceau et Poincaré entrent en calèche dans Metz et Strasbourg, pavoisés de tricolores. À Metz, on jette à terre la statue géante de Guillaume II. Puis les Alliés entrent en Allemagne. 3 années d'occupation française, britannique et américaine, qui prennent en otage 5% du territoire allemand. Pour garantir la paix du monde, bien sûr. L'Allemagne a signé un armistice, il faut pouvoir la contraindre à signer aussi la paix. Le 4 décembre 1918, le président Wilson, 63 ans, vêtu de l'armure du chevalier du droit, vogue pour l'Europe à bord du George Washington. Il se rend à la conférence de la paix, où doit se régler le sort de l'Allemagne, de l'Europe et aussi le sort du monde. Le président débarque à Brest le 13 décembre. Il était le premier président des États-Unis à voyager en Europe pendant la durée de son mandat. Il se présentait à la foule comme une sorte d'évangéliste. Wilson était l'apôtre de la paix du droit. Il passe Noël avec la 77e division au quartier général de Pershing à Chaumont. Pershing est content de la visite présidentielle. Très content. Wilson, si guindé, s'est montré chaleureux avec les Duke Boys qui l'ont accueilli avec joie. Leur a-t-il promis de rentrer chez eux très vite, comme ils le souhaitent pour la plupart? Le 26 décembre, Wilson franchit le Channel. Il est à Londres. Les députés s'étonnent que les républicains du Sénat, qui sont contre le traité, ne l'accompagnent pas. Ne vous inquiétez pas, dit Wilson, je suis têtu comme une mule. J'imposerai mon traité aux États-Unis. La traversée de Londres en calèche avec le roi est un triomphe. Partout, Wilson connaît des succès populaires. Le 2 janvier, il est accueilli à Rome par le roi d'Italie Victor Emmanuel. Les émigrants italiens sont très nombreux aux États-Unis et c'est la première fois qu'un président américain en exercice vient à Rome. Il est accueilli avec un enthousiasme extraordinaire. Il croit que le peuple approuve sa politique. Et les Italiens pensent que s'il leur rend visite, c'est qu'il défend leurs revendications. Le malentendu est total.
Il rentre à Paris le 7 janvier pour présider 2 semaines plus tard, dans la capitale française, les travaux de la Conférence de la Paix. Dans l'Allemagne vaincue, les troupes d'occupations alliées occupent leurs zones respectives. Selon les termes précis de l'armistice, les Français se souviennent des heures de la Révolution et de l'Empire, et ils se conduisent en vainqueurs fastueux, terrifiant tout de même les populations par les défilés de troupes indigènes. Les Sénégalais passaient pendant la guerre pour de redoutables nettoyeurs de tranchées. Leur présence est mal acceptée par les Allemands. Cologne est la capitale de la zone britannique. Les Allemands montrent de la courtoisie, voire de la soumission à leur vainqueur, dit un témoin. La flotte de haute mer allemande a cinglé sous surveillance vers les bases britanniques, selon les termes de l'armistice. 10 navires de bataille, 6 croiseurs, 8 croiseurs légers, 50 destroyers, plus de 120 sous-marins se sont rendus. 6 mois plus tard, à Scapa Flow, les Allemands se saborderont. Sous contrôle extrêmement sourcilleux des Britanniques, en accord avec les résolutions du traité de Versailles. Le démantèlement de l'armée allemande se poursuit. Les avions, les zeppelins, sont saisis et détruits. Le militarisme allemand a vécu. Les Américains sont la 3e puissance occupante. Ils stationnent au sud de la zone britannique, autour de Coblence. Dans cette ville est née la dynastie des Moltke, les chefs d'état-major de l'armée prussienne. Ces habitants de Coblence ne recevaient pas les Yankees avec plaisir. Mais les Duke Boys étaient de bons enfants. Gentils avec la jeunesse, avec les filles, ils furent très vite acceptés. Les officiers américains aimaient la chasse avant toute chose. Le général Allen, commandant de la 90e division, organisait de superbes chasses au renard.
Les Allemands ne pouvaient qu'apprécier les antennes médicales alliées qui luttaient contre la faim. Le blocus allié n'était toujours pas levé et si Churchill avait envoyé 6 bateaux de vivres aux gens de Hambourg le jour de l'armistice, les autres villes crevaient de faim. L'Allemagne connaissait la plus grande famine depuis la guerre de 30 ans, disait Herbert Hoover, qui s'était rendu célèbre en envoyant des secours à la Belgique occupée. Hoover attirait l'attention du gouvernement américain sur les conséquences de cette famine en Allemagne. En mars 1919, les Alliés décidaient de fournir des vivres jusqu'à la récolte, éliminant ainsi la famine. Mais on leur reprochait amèrement de ne pas avoir agi plus vite. L'occupation dans tous les secteurs était assez stricte. On voulait éviter les désordres, les attentats, la révolution peut-être. Le couvre-feu était instauré dans certaines zones. On fouillait les civils, la police des routes arrêtait les voitures. Les frontières étaient soigneusement gardées. En Allemagne non occupée, le désordre régnait en maître. L'extrême droite, ulcérée, se rassemblait et l'extrême gauche tenait la rue à Berlin avec les spartakistes, proches des bolcheviks russes. À Munich, avec les socialistes révolutionnaires d'Eisner. Ebert, un socialiste modéré, rétablissait l'ordre à Berlin à la mitrailleuse. Pendant que s'ouvraient les négociations de la paix, le Parti communiste allemand à peine né allait beaucoup souffrir. L'Allemagne, à cette date, se prépare à voter pour la première fois dans le cadre d'un seul État. Pendant que dans Berlin, la révolution fait rage, combattue et écrasée par les mitrailleuses de l'armée. Les sociaux-démocrates l'emportent, se réunissent en Assemblée nationale à Weimar et accouchent d'une constitution. Wilson est très content. Il a trouvé des interlocuteurs légaux en Allemagne. Le nouveau chancelier s'appelle Scheidemann. Le président, c'est Ebert. Ils seront les signataires désignés de la paix de Versailles. En janvier 1919, la conférence de Paris est une pétaudière. Orlando se plaint déjà que les Alliés ne prennent pas en compte les revendications italiennes. Les Britanniques, Lloyd George et Balfour, veulent presser le citron allemand jusqu'au pépin. Clemenceau, tout heureux que la conférence se passe à Paris, dit de Wilson le prophète qu'il parle comme Dieu le Père, mais qu'il agit comme Lloyd George, l'impérialiste. Paderewski, le Polonais héroïque, le grand pianiste international, est bien reçu aux États-Unis où la communauté polonaise est nombreuse. Il défend à Versailles les droits d'une grande Pologne, incluant Danzig. Et Lloyd George dit « Je ne voudrais pas que dans 20 ans, on reparte en guerre pour Danzig. » Parmi les autres chefs d'État, le prince Faisal, introduit par Laurence d'Arabie. Le jeune économiste britannique John Maynard Keynes, âgé de 35 ans, fait figure d'oracle. Il estime que la paix est totalement irréalisable et que Wilson est un tricheur. Le journaliste américain Walter Lippmann, conseiller à 29 ans du colonel House, couvre la conférence pour le New Republic. Il abandonnera son poste en février, écœuré par le désordre. John Foster Dulles est à 30 ans membre de la commission des réparations qui va s'efforcer de faire payer l'Allemagne. Les 4 grands sont Lloyd George, Orlando, Clemenceau et Wilson. Ils n'ont nullement les mêmes préoccupations.
Les trois Européens s'accordent à traiter Wilson d'idéaliste, ignorant les problèmes complexes de l'Europe. Clémenceau dit « Il nous a apporté ses 14 points, Dieu n'en avait que 10. » Et pourtant, Wilson se prend un peu pour Dieu le Père. C'est du moins ce qu'on lui reproche à Paris. La première séance de la conférence avait eu lieu le 18 janvier. Les revendications italiennes sur l'Adriatique n'étaient pas admises par Wilson. De tous les responsables alliés, le président américain était le seul qui ne put s'engager à signer de traité sans le vote du Sénat américain. Pour obtenir l'agrément des Alliés sur ce point, Wilson avait dû transiger sur d'autres, allant au-devant des reproches futurs des républicains. Le président travaillait cependant d'arrache-pied à imposer ses 14 points aux belligérants comme base du traité de paix. L'un des points les plus remarquables était la création d'une Ligue des Nations qui devait prévenir tous les conflits. À l'hôtel Crillon, les experts de Wilson travaillaient sans relâche pour incorporer le projet de Ligue des Nations au traité de paix. Le monde entier attend la paix, dit le secrétaire d'État Lansing. Le président Wilson veut sa Ligue. Je pense que le monde devra attendre. Le colonel House est le seul à soutenir à fond l'action de Wilson à Versailles. La conférence est une machine qui grince. Elle doit s'occuper en permanence du découpage des territoires pour faire place à la fois aux revendications des belligérants et aux exigences des nouvelles nations. Alors on discute de la Sarre, de Danzig, des Sudètes. Wilson, dégoûté par toutes ces revendications, retourne chez lui pour un mois. Les Italiens se plaignent, on ne veut pas leur donner fiume. Le 7 mai 1919, les Allemands sont reçus sous bonne garde au Trianon Palace de Versailles. Ils sont introduits dans la grande salle. La délégation est conduite par un aristocrate, le comte de Brockdorff-Rantzau, que Clémenceau apostrophe avec vigueur. Le moment est venu, lui dit-il, de régler les comptes. Les réclamations allemandes sont fort mal reçues, en particulier de Lloyd George, qui trouve insupportable les prétentions de Brockdorff-Rantzau. Les Allemands rentrent furieux à Berlin. Ils n'ont pu présenter aucune objection. Ainsi prend naissance en Allemagne le mythe du Diktat de Versailles, que les Allemands présentent comme aussi éloigné que possible des 14 points du président Wilson. Ebert qualifie publiquement le traité de monstrueux. Le chancelier Scheidemann se résigne, mais parle de l'assassinat d'un peuple. Brockdorff-Rantzau, le ministre des Affaires étrangères, est naturellement de cet avis. Il est tellement indigné qu'il démissionne. Hermann Müller signera à sa place le traité de Versailles parce que les Allemands n'ont pas le choix. Le sous-secrétaire d'État Johannes Bell l'accompagne à Versailles. Le 28 juin, 5 ans ou presque après l'assassinat de l'archiduc héritier d'Autriche à Sarajevo, le traité de paix est enfin signé à Versailles, au Palais, dans la Galerie des Glaces, lieu symbolique. En 1871, Bismarck y avait fait proclamer l'Empire allemand. Le document contenait en tout 30 000 mots. L'Allemagne devait reconnaître sa responsabilité dans le déclenchement de la guerre. Elle rendait toutes ses colonies. Elle réduisait son armée à 100 000 hommes, sans armes lourdes. Elle devait payer d'énormes réparations, incluant les pensions à certains anciens combattants alliés.
Le total de cette masse devait être calculé après la conférence par une commission. De la Ligue des Nations, l'Allemagne était exclue. La paix était une cote mal taillée. L'Allemagne était maltraitée et cependant, elle conservait toute sa puissance industrielle. Et surtout, la Constitution créait une unité politique en Allemagne qu'elle n'avait jamais connue. Elle était libre de penser à la revanche et de céder de nouveau aux démons du nationalisme. Le patchwork des petites nations créées en Europe centrale susciterait beaucoup de conflits que la Ligue des Nations ne pourrait prévenir. 65 millions d'hommes avaient été mobilisés en 4 ans de guerre. La signature de ce traité bâclé n'avait pas duré 1 heure. Pour la première fois depuis 1914, jaillissaient devant les délégués éblouis les grandes eaux de Versailles dans le parc du château. Bien, commentait Wilson, c'est fini. Et si personne n'est satisfait, cela me fait espérer que nous avons fait une juste paix. Que deviendra cette paix? Les dieux seuls le savent. Un avion, symbole du futur, passait en trombe sous l'Arc de Triomphe. Annonçait-il la prochaine guerre? Celle qui de nouveau ruinerait l'Europe? Wilson avait fait son devoir. Il avait de son mieux réglé le sort de l'Europe, mais il n'avait pas éliminé la plus grande menace, celle qui venait de l'Est. Il y a toujours des Doughboys en armes dans la Russie communiste, quand Wilson signe le traité de Versailles. Dans les pays du froid, des groupements de forces alliées combattent les bolcheviks, isolés les uns des autres, soutenant des fractions armées de l'ancien empire russe, ce que les rouges appellent les blancs. Les Cosaques des plaines de terre noire, les Sibériens, les hommes du Grand Nord, ceux-là ne veulent pas être bolchevisés. Les sentinelles alliées montent la garde. Les Anglais gardent Arkhangelsk, les Français Odessa, les Américains Vladivostok, 3 entrées de l'ancien empire. Au Kremlin, en 1918, le pouvoir est civil, révolutionnaire. Le parti que l'on appelle désormais communiste, et non plus bolchevique, domine. Sa nouvelle capitale est Moscou. Étrange gouvernement. Un officier allemand est installé dans chaque ministère. Les troupes allemandes tiennent le pays. La Russie est sortie de la guerre. Son chef, Lénine, a choisi l'Allemagne et sa paix léonine, sa paix de vainqueur. Il a repoussé les offres du président Wilson. Il a préféré jouer la carte allemande. Lénine se charge de construire le régime pendant que son camarade Trotsky organise l'armée rouge. Rude tâche que de reprendre en main l'ancienne armée du tsar, de la reconstruire, de l'endoctriner, de lui trouver d'autres chefs que les officiers blancs qui, depuis 1917, ont perdu leurs épaulettes. Le rôle de l'armée rouge est d'être d'abord une super police politique, de restaurer la puissance de l'État russe et de reprendre un jour aux Allemands leurs dépouilles. L'armée rouge mobilise. Pendant que l'armée rouge se constitue, des régions entières se soulèvent contre le pouvoir communiste, mais aussi contre l'occupation allemande. Une armée de Cosaques tient les rives du Don.
Elle obéit au général blanc Anthony Denikin. Alexandre Koltchak, amiral du Tsar, organise la dissidence en Sibérie. Sa dictature militaire est impitoyable. Il promet pour plus tard des réformes démocratiques. La Légion tchèque est la troisième force militaire de la dissidence. 60 000 hommes bien armés sur le transsibérien. Ces déserteurs de l'armée austro-hongroise se sont engagés dans les rangs tsaristes. Ils veulent regagner l'Ouest. Ces aventuriers deviennent un des plus importants éléments de la politique de refoulement du communisme entreprise par les chefs alliés. La Légion tchèque attire tous les groupes d'opposition qui ne supportent ni les bolcheviks ni les Allemands. La Légion marche vers l'est, le long du transsibérien. Elle veut arriver dans le port de Vladivostok. Quelques Tchèques y ont déjà pris position. Mais les bolcheviks et les Allemands sont en mesure de couper la voie ferrée et de s'opposer au passage du gros de la troupe. 40 000 Tchèques sont ainsi accrochés par l'armée rouge et soutenus par les Alliés qui veulent à tout prix les récupérer. L'ambassadeur des États-Unis à Moscou, David Francis, est un des partisans de l'intervention des Alliés contre le pouvoir bolchevique. Il décrit ce pouvoir comme répressif, terroriste. Les chefs, dit-il, sont les amis des Allemands. Les Britanniques et les Français ont envoyé des troupes à Vladivostok dès le mois d'août 1918. Pour eux, les bolcheviks sont l'ennemi, parce qu'ils sont les amis des Allemands. Churchill, revenu au pouvoir, pense qu'il faut reconstituer le front russe de guerre, et donc éliminer les Rouges. Vladivostok est dans son esprit une tête de pont. Il compte sur les Tchèques pour la tenir. Churchill compte aussi sur le Japon, allié de l'Angleterre et vainqueur des Russes en 1905. Tokyo ne se le fait pas dire deux fois. 70 000 soldats japonais sont aussitôt expédiés à Vladivostok. Wilson voit rouge quand on lui annonce le débarquement des Japonais. Il doute de l'issue morale d'une telle intervention. Il expédie aussitôt une force de 70 000 Marines pour équilibrer les Japonais et sauver les Tchèques, mais aussi pour manifester au peuple russe sa sympathie. Pour qu'ils comprennent que les Alliés sont hostiles aux bolcheviks, absolument hostiles et prêts à faire la guerre contre eux. Voilà donc les Américains engagés en Russie. Vladivostok est-elle une tête de pont ou une zone refuge? On y affiche les drapeaux alliés. Est-ce pour le départ d'une reconquête? Le quartier général des Alliés est en plein désordre parce qu'ils n'ont pas d'objectif commun. Les Italiens, les Chinois, les Tchèques, les Russes mènent le même combat, mais les Chinois et les Japonais se détestent. Les Italiens surgissent pour participer au partage de la province. Les Français et les Anglais veulent marcher vers Moscou et le général américain Graves refuse. Washington l'a bien averti, vous marchez sur des œufs bourrés de dynamite. Bloody Vladé, disent les Marines, rouge et sanglante Vladivostok. Ils ont un uniforme spécial pour l'hiver. Leur boulot, garder les entrepôts, tenir le transsibérien. 800 000 tonnes de surplus alliés rouillent et pourrissent dans les entrepôts.
de l'équipement, jadis expédié à l'allié russe. Il existe d'autres stocks de matériel et de munitions à des milliers de kilomètres de Vladivostok, dans l'extrême nord de la Russie, d'un accès difficile pour les convois alliés, mais aussi pour l'armée rouge. Les Alliés y envoient des troupes pour protéger leurs biens et empêcher qu'ils ne tombent aux mains de l'ennemi germano-bolchevique.